Eh bien, je vous propose d'écouter encore un petit peu de jazz avec l'atelier de jazz des adolescents du CRD avec le morceau Hey Pokyway. Magnéto Michel. 1, 2.
Et nous revoilà donc en direct avec le micro allumé, c'est beaucoup mieux. Donc en direct depuis la salle Jacques Tati à Orsay, où nous sommes toujours en live jusqu'à 10h demain matin. Enfin, dans pas si longtemps que ça, en vrai. On a fait plus de la moitié. Personnellement, j'en suis à mon 3e thé seulement depuis le début de la soirée, ce qui n'est pas beaucoup comparé à l'année dernière. Je voulais vous parler un petit peu de la salle dans laquelle on est, parce que vous avez vu un petit peu la musique live, vous avez vu le plateau dans lequel on est, mais il y a plein de choses que vous n'avez pas vues. En fait, on est dans une salle qui est super grande. Hein, on va faire un plan, mais oui, montre-nous, Michel. Voilà, on peut faire un super plan large. On est dans une grande salle. On a un jeu de lumière tout à fait incroyable. Bon, là, maintenant, un peu moins, il y a déjà beaucoup de matériel qui a été rangé. Mais on a des planètes, notamment, qui sont tout à fait incroyables, qui bougent. Je ne sais pas si c'est possible de les montrer à l'écran ou pas. Et vous avez pu donc apercevoir Michel qui gère la technique d'une main de maître. Et on a des planètes qui sont absolument fabuleuses. Donc voilà, elles bougent, elles tournent. Je trouve ça génial. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, essayer de deviner comment... Ah, bah, elle tourne plus. Si, elle tourne, mais elle tourne plus lentement. D'accord, ok. Voilà, à votre avis, dans le chat, comment ces planètes sont-elles réalisées? Comment elles tournent? Les paris sont ouverts et on vous expliquera, si vous voulez, plus tard. Merci Michel. Je peux répondre sur comment elles tournent, non? Attends, on laisse deviner le chat avant. Et après, on explique. D'abord, on les laisse deviner, après, on explique ce qu'il y a derrière toute cette magie. Et nous avons aussi sur place un photographe. Nous avons Yann Cheminot qui est avec nous, qui a pris plein d'images, des coulisses, un petit peu tout ça. Plein d'images qu'on peut vous montrer, que vous voyez normalement sur votre écran. Hervé, si tu veux... C'est bon, tu nous as mis les belles images, Michel? Oui, je challenge un petit peu la technique. Voilà, Oui, bah, on fait ce qu'on peut avec les fenêtres qu'on a. Hein. Et donc, Yann Cheminot nous a fait des super photos de toute la soirée avec l'ambiance. Alors, elles sont petites, mais sur son site, elles seront disponibles. Vous avez les interviews, vous avez les intermèdes musicaux. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette photo de ce groupe, mais absolument extraordinaire. Avec voilà, Alice, avec les coulisses, voilà, ça bosse, hein, voilà, ça, et oui, voilà, l'une des stars. Voilà, je vais revenir avec Christophe Granger. Il y a plusieurs pages et vraiment il y a une super ambiance. Ah bah si, il y a le zoom. Yann, tu nous as pris en faisant le zoom tout à l'heure avec Charlotte, avec tous les intervenants, les musiciens. Les étudiants, voilà, avec Marc ici en bas à gauche, voilà, qui expliquait ses aventures et mes aventures quelle belle lumière, quelle belle réalisation, avec les parties artistiques, les parties scientifiques, les discussions. Voilà, vous avez toute l'ambiance avec le super studio et toute l'équipe de folie de la MJC, de la scène Tati. Il y a vraiment un travail de ouf qui a été fait sur la réalisation et tout. Enfin, c'est un plaisir d'animer ici, en tout cas. Enfin, je pense que les co-animateurs partagent cet avis. Et voilà, je voulais partager ça quand même. Et tout à l'heure, on avait du monde, on a eu un peu de public même qui est venu. Bon, là c'est plus calme, hein, la plupart des gens sont partis se coucher. Mais pas nous. Nous sommes là, nous sommes encore vivants, encore debout. J'espère que vous aussi. Voilà. Est-ce qu'on a des gens dans le chat qui ont deviné Alors, il y a eu quelques remarques pertinentes, dont une, les planètes bougent car elles sont épileptiques en voyant la chemise de Michel. C'est pas une chemise, c'est un t-shirt. C'est noté. Et après, plus sérieusement, on a eu holographique ou des boules sur lesquelles on projette des images de planètes. Eh bien, tout à fait. On n'est pas loin. Effectivement, on a des boules blanches qui sont accrochées. Et on a un projecteur qui est là, derrière. Je ne sais pas si vous voyez, là.
On le voit pas. Et ben voilà, sachez qu'il y a un projecteur. Et voilà, il y a un projecteur qui projette sur les planètes avec un super travail de mapping. C'est comme ça qu'on appelle ça, Hervé ? C'est ça, le mapping fait par les régisseurs de la salle Tati d'Orsay, où ils ont donc découpé les... Ils viennent à côté de moi ? Pardon. Ah oui, ben, je suis pas. Hein, moi. Et donc, effectivement, il y a un écran là-bas où ils ont fait le mapping. Donc, ils ont, à partir du vidéoprojecteur, dessiné des zones sur lesquelles ils peuvent projeter les vidéos qu'ils souhaitent, avec l'intensité, la fréquence qu'ils souhaitent. Et effectivement, ça fait un système solaire absolument majestueux. Tout à l'heure, il y avait l'étoile de la mort. Ne t'étouffe pas. Il y avait l'étoile de la mort qui était quelque part. C'était très rigolo. Et voilà, c'est absolument magnifique. Donc je continue. Et donc l'étoile de la mort était magnifique. Et ils choisissent ceux qu'ils veulent. Voilà, c'est vraiment une réalisation épatante grâce à un super logiciel. Et voilà. Ah, c'est ça. Tu montres voilà l'interface graphique. Donc on sélectionne des zones. Alors il m'a dit, c'est Aurélien, que faire les anneaux de Saturne, c'était ce qui avait de plus chaud parce que voilà, faire une ellipse super calibrée, c'était un peu plus difficile. Néanmoins, le résultat est absolument fantastique. Merci d'avoir meublé. J'ai voulu goûter le thé. Tu me demandais tout à l'heure oui. s'il était fort. Bah, visiblement, visiblement oui. Merci pour les explications. Merci beaucoup. Je crois qu'on est parfaitement dans le planning. Incroyable. 4h52 sur mon téléphone et 4h52 sur le conducteur. C'est parfait pour lancer un quatuor de clarinette. Oui. Non. Il n'y a pas un reportage avant? Complètement. Je me souviens. Et donc, c'est l'heure parfaite, 4h52, pour lancer, pour parler un peu de volcan avec Jacques-Marie. Alors là, je sais que je vais me faire Bartzantef. Voilà, c'est compliqué à dire à cette heure-là. Voilà, qui va nous parler de volcans et de sociétés humaines. Magnéto Michel. Bonsoir Jacques-Marie. Bienvenue au Festival du Big Bang au Big Band. Je vois que tu as un équipement sur toi. Alors, est-ce que tu peux dire qui tu es, sur quoi tu travailles, et puis tu nous parleras peut-être de ton équipement après? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jacques-Marie Bardanzef. Je suis volcanologue et professeur à l'Université de Paris-Saclay. Donc, je suis professeur de géologie, donc je m'intéresse à la planète Terre, à sa composition, son histoire, son passé, mais aussi son avenir, son devenir, bien sûr, qui est bien discuté actuellement. Et je suis spécialisé en volcanologie, donc c'est des montagnes susceptibles qui parfois crachent du magma et qui donc méritent tout intérêt. Bah, très bien. Alors moi, j'ai mon chapeau que j'avais utilisé quand j'avais visité le météore cratère en Arizona, donc je vais peut-être l'enlever. Alors c'est quoi l'accoutrement dont tu nous fais l'honneur de porter les éléments principaux? Oui, bah ça c'est la tenue de base du volcanologue. Moi d'ailleurs, je reviens d'Islande. On a un casque de protection, donc c'est un casque qui est à la fois très léger et très résistant. C'est un casque d'alpiniste, hein. Donc il est très léger, bien lourd, donc il est pratique. Il y a puis également un masque à gaz, donc pour filtrer les gaz, les particules qui sont toxiques, qui sont nocives. Puis également un autre appareil, bah, c'est le marteau de géologue, le marteau de volcanologue, qui est incassable, qui est garanti à vie. Mais bien sûr, on les casse pas, mais on a déjà perdu 5 dans les 5 coins du monde. Donc, si quelqu'un le retrouve, ben, qu'il me le ramène, je le remercierai. Donc, je te posais la question, le casque, il est dû enfin, il te protège quoi, des chutes de pierres ou de bouts de magma qui arriveraient ou d'autres choses? Oui, alors c'est ce qu'on appelle des bombes volcaniques. Des bombes volcaniques, c'est des fragments de pierre, soit qui sont des morceaux de volcan pulvérisés, soit c'est du magma pâteux qui forme une sorte de forme, un ballon de rugby. Alors, les petites bombes, elles sont grosses comme une noix, donc le casque protège. Il y en a qui sont grosses comme le poing, donc ça va encore. Bien sûr, les grosses bombes, la plus grosse bombe a été trouvée au Mexique. Elle faisait 8,5 m de long, elle est grande comme un autobus. Le casque ne suffit pas, tout le monde comprendra, hein. Donc le casque, c'est pratique pour les petites pierres qui pourraient bien sûr nous blesser gravement sur la tête, voire nous tuer, qui pourraient nous protéger. Ça casserait le casque, mais également ça sauve le bonhomme ou la dame. Mais c'est seulement pour les bombes de petite taille, des grosses bombes, il faut les éviter, il faut partir avant. Tu évoquais que tu étais en Islande récemment. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu y faisais, comment ça se passe? Est-ce que tu vas plusieurs fois? Est-ce que tu recueilles des fragments? Voilà, le volcanologie pour les nuls. Est-ce que tu peux nous dire voilà comment tu t'y prends?
Oui, alors je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle Planétologie Volcanologie, qui est au bâtiment 504, donc qui est perché sur la colline d'Orsay. On a dit les géologues, on va les mettre sur les montagnes, hein. Voilà, donc mon travail, c'est de faire de la pétrographie, donc l'étude des roches. Donc quand je suis sur un volcan, je ramène des roches pour étudier en laboratoire, analyse chimique des minéraux, pour un petit peu retracer l'histoire du magma de sa profondeur vers la surface. Donc, quand j'ai ramené des cailloux, ben, ça peut être la première mission que j'ai faite au Guatemala il y a une quarantaine d'années. J'avais ramené 400 kilos de roches. Voilà, donc là, c'est un certain nombre de temps de travail. Alors là, en Islande, effectivement, c'est l'actualité. Il y avait une crise sismique depuis 14 mois, depuis janvier 2020. Donc, on était tous un peu sur le qui-vive, un peu sur les nerfs. On attendait une éruption d'un jour à l'autre. Ça a mis 14 mois à secouer l'Islande, qui bien sûr est sur une limite de plaque, hein, entre la plaque Eurasie et la plaque Nord-Amérique. Et l'éruption s'est déclenchée le 19 mars, et elle est très spectaculaire. C'est des fontaines de lave qui sont émises par des fissures, par des cônes. Donc, j'ai pu y aller au mois de fin mai et début juin à 2 reprises. Bien sûr, c'était difficile avec les circonstances sanitaires. Il fallait donc être vacciné. L'Islande accepte les gens vaccinés, sinon c'est une quarantaine assez longue. Donc, j'y suis allé 2 fois une semaine, après à nouveau mi-juin, et déjà on voit l'évolution régulière, hein, donc il y a plusieurs cônes, les coulées avancent, elles progressent, et maintenant on pense, les Islandais, mes collègues islandais pensent que ça risque d'atteindre la route côtière et la mer, donc j'y retourne le 14 juillet, du 14 au 30 juillet, et je vais avoir encore des changements. Donc c'est une éruption qui n'est pas extrêmement importante, mais qui est quand même mieux habitée, qui est à 1 heure de route de Reykjavik, et qui est non loin de la ville, un petit port de pêche qui s'appelle Grindavik. Là, il y a un enjeu effectivement de risque pour les populations humaines et les sociétés. Juste avant d'aborder les risques, tu disais que vous avez attendu 14 mois, peut-être que j'ai mal compris, mais comment alors toi et tes collègues, vous savez qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Comment ça marche? Oui, alors ça, c'est un peu le grand challenge de la volcanologie moderne, et 44 ans d'ancienneté de volcanologie, donc j'ai vu des choses tout à fait différentes. Quand je repense à mes débuts, c'est la préhistoire, d'ailleurs, hein. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, c'est des techniques modernes. On va dire que le magma qui monte, il met un certain temps à monter, et en se déplaçant, il crée des événements géophysiques, notamment, il fait vibrer le sol. Donc il y a des micro-séismes, qui sont des séismes de petite taille, hein, de magnitude 1, 2 ou 3, mais ils sont très nombreux. Et également, il fait gonfler le sol. Or, ces 2 événements avaient lieu en Islande. Il y a eu jusqu'à 3000 séismes en 48 heures, c'est-à-dire un séisme par minute. Alors, il avait beau pas être très fort, toutes les minutes, ça fait quand même, c'est inquiétant. Les plus forts faisaient quand même 5,7, 5,8 sur l'échelle de Richter, c'est déjà assez important. Puis également, on a eu une inflation de 12 cm. Donc, le sol s'est soulevé par endroits de 12 cm, ce qui n'est pas anodin. Donc, tous les facteurs étaient au rouge pour dire que l'éruption était imminente. Sauf que le magma n'arrivait pas à sortir. Le magma se promenait sous l'Islande par des fractures, par des fissures. On appelle ça des dikes, hein, c'est des lames de magma. Il y a eu 3 lames de magma successives, 3 dikes successifs qui poussaient, qui ne sortaient pas. Et donc, ça a été un peu une surprise d'attendre 14 mois, une éruption qui était annoncée depuis longtemps. Et quand elle a commencé vivement, spectaculairement, avec des fontaines de lave, des coulées de lave, des rivières de lave, des cascades de lave. Donc, les passionnés pourront voir mon blog qui s'appelle Volcan Mania. J'ai déjà mis quelques photos, puis on va peut-être en montrer également pour nos auditeurs. Exactement. Ah oui, donc il y a un réseau de sismographes donc, qui mesure ça, effectivement, les vibrations, mais la hauteur du sol, comment on mesure ça? C'est quoi? C'est avec des satellites, avec... Oui, bah, c'est avec des GPS. Hein, maintenant, c'est très... Avant, on faisait ça avec des niveaux. Hein, donc, il y avait des gens qui comme des géomètres font dans certaines rues. Maintenant, on a des stations GPS, donc c'est mes collègues islandais, donc on va les citer, hein, c'est l'IMO, c'est-à-dire l'Icelandic Meteorological Office, c'est-à-dire que curieusement, c'est la météo qui gère également les tremblements de terre et les volcans. C'est un ensemble, c'est en Islande, il y a toujours du blizzard, du mauvais temps, des tempêtes, des tremblements de terre, des éruptions, donc tout ça, c'est un petit peu mis dans un office commun qui est très efficace et des gens très compétents, et ils ont la gentillesse, la correction de mettre tout ça en ligne. Donc, les gens passionnés, ils vont sur le site de Icelandic Meteorological Office, IMO, et ils auront en direct des webcams également, tous les séismes en 48 heures glissants. Donc, on a toutes les 10. Donc, on peut voir parfois, il y en a en 48 heures, il y en a 40, c'est donc pas beaucoup pour l'Islande, parfois il y en a 3000. Ah ouais, très, très impressionnant.
Tu évoquais donc les risques pour les populations, les villes alentours. Alors, comment ça se passe entre le risque qui est identifié, ensuite le magma qui sort, tes déplacements. Est-ce que toi, tu interviens dans les conseils aux autorités locales? Comment ça se passe? Alors, il faut bien distinguer différents types d'éruptions. On va dire que ce qui se passe en Islande pour l'instant ne présente pas de risque humain. Il ne faut bien sûr pas que les gens aillent mettre les pieds dans la lave, hein. Mais donc, il y a quand même des conseils, il y a quand même des équipes de sécurité qui limitent l'accès à la lave, mais quand même, les touristes peuvent venir. Bien sûr, cette lave, on ne peut pas l'arrêter. Il y a eu des tentatives de créer des barrières de terre avec des bulldozers, mais la lave est passée par-dessus. Donc là, on pense que vu les flots de lave, ça arrivera à la mer, donc ça va couper une route et peut-être également une fibre optique. Donc c'est ce qui inquiète un peu mes collègues islandais. Donc c'est une éruption qui fait des dégâts matériels, mais pas humains. Il y a d'autres éruptions bien plus importantes, qui sont des éruptions explosives, qui projettent des cendres, des blocs en grande quantité, voire même ce qu'on appelle des nuées ardentes, c'est-à-dire des nuages brûlants de gaz, de cendres et de blocs qui déferlent à 300 km à l'heure. Et à ce moment-là, tout de suite est illusoire. C'est ce qui s'est passé notamment à Pompéi. Donc tout le monde a dans la tête l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, qui a détruit Pompéi, Herculaneum et Stabiès. Plus récemment, la montagne Pelée en 1902 également une éruption qui avait détruit Saint-Pierre, qui avait fait 28 000 morts en une minute. Donc là, il faut bien sûr évacuer avant. La seule réponse, c'est l'évacuation préalable. On ne peut pas laisser des gens leur dire de se sauver à ce moment-là. Ils seront morts malheureusement. Donc là, c'est un deuxième type d'éruption avec des enjeux humains et matériels. Et le matériel, bien sûr, passe au second plan par rapport à l'humain. Donc le but, bien sûr, c'est de sauver les vies humaines. Et c'est un peu le challenge actuel. Et on va dire qu'on a eu des bons résultats grâce justement à ces surveillances sismiques de déformation, mais également des champs magnétiques, des champs électriques, des champs gravimétriques, des champs thermiques qui sont enregistrés, qui donc montrent tout ça, les GPS. Et donc maintenant, quand un volcan va rentrer en éruption, on le sait en général entre 48 et 72 heures avant, mais ça peut durer plus longtemps. Donc, si c'est pas facile à gérer, on va dire qu'une éruption qui fait 72 heures, c'est assez simple, on évacue les gens, là il y a l'éruption, puis les gens reviennent, on dit bravo volcanologue. Si il se passe rien pendant plusieurs mois, les gens bien sûr vont dire nous on veut revenir travailler. Si c'est des paysans, ils ont bien sûr leur culture, ils ont leurs animaux, leur bétail, dans beaucoup de pays c'est comme ça, et donc à ce moment-là ils ont besoin de rentrer, et à ce moment-là si on veut les réévacuer c'est difficile. Donc c'est vrai que les relations avec les sociétés humaines sont pas faciles parce que le volcan il en fait qu'à sa tête, et surtout le volcan il vit à son rythme, c'est-à-dire que une journée de volcan c'est un siècle. Une vie de volcan, c'est 1 million d'années. Donc, c'est comme nous, on multiplie tout par 1000. Donc, c'est vrai qu'un volcan, il peut très bien dire je vais me reposer un petit peu, puis il s'arrête pendant 3-4 ans. On ne va pas laisser les gens pendant 3-4 ans évacués. Donc, il y a une différence entre le rythme géologique et le rythme humain. Et donc, quand on parle de volcan en société humaine, bien sûr, ce n'est pas les mêmes timings. Oui, pas les mêmes échelles de temps. Oui, et comme tu dis, les sociétés humaines ont des nécessités. Des impératifs, soit cultiver son champ, soit élever son bétail, soit des secteurs tertiaires, remplir sa feuille d'impôt, enfin voilà, tout nos nécessités, notre travail de tous les jours, et puis d'aller au travail également, d'enseigner, des ingénieurs, enfin tous les corps de métier ont des choses à faire. Bien sûr, oui. Et donc là, comment toi et tes collègues vous intervenez alors en France, j'imagine que vous êtes partie prenante, mais dans les autres pays, alors l'Islande, puis on parlera peut-être d'autres endroits dans un instant. Est-ce que la communauté internationale est sollicitée ou ça passe juste par la structure du pays en question pour conseiller scientifiquement, alors je sais pas, les gouvernements, etc., pour décider d'évacuer ou pour prendre ce genre de décision, comment ça marche? Chaque État fait son petit business? Alors, on va dire que maintenant, la plupart des volcans dangereux sont bien identifiés, hein. Il y a 1600 volcans actifs, potentiellement actifs sur Terre, sur les continents, dont 100 très dangereux. Ils sont donc observés, surveillés par des observatoires dans lesquels des spécialistes se relayent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Il n'y a pas de 1er mai, pas de jour de Noël. Donc, des spécialistes, des techniciens, des ingénieurs, des géologues qui se relaient et qui sont au chevet du volcan. Donc, c'est le cas notamment pour nos volcans français, du Piton de la Fournaise à La Réunion, de la montagne Pelée en Martinique, de la Soufrière de Guadeloupe, qui sont surveillés en permanence. Et c'est vrai pour d'autres volcans du monde, pour les autres volcans du monde, donc en Islande, en Italie ou ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est l'observatoire général qui a pignon sur rue, qui a son mot à dire, qui enregistre des anomalies, des déformations, des mouvements, etc., qui prévient bien sûr le maire, le préfet, voire le ministre, qui va prendre une décision d'évacuation ou pas sur conseil du président, du directeur de l'observatoire.
Alors moi, je suis un petit peu en aval de tout ça. C'est en fait, moi, je fais des études plus générales de volcanologie, de magma ou pas. Donc, quand il y a une éruption, souvent, je m'y rends pour faire des prélèvements, tout ça. Bien sûr, en bonne intelligence avec les gens sur place, pour pas les gêner et pas pour dire le contraire ou dire autrement ou différemment. Donc, c'est vrai qu'au contraire, j'ai plaisir à collaborer avec eux, à prendre conseil. Et donc, on va dire qu'on discute librement tout ça, mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même le pays qui prend cette décision. Mais bien sûr, il y a des pays qui sont en collaboration, notamment les pays qui sont en voie de développement, parfois n'ont pas toujours les structures qu'il faut ou pas suffisamment. Donc, il y a des collaborations avec la France, ça peut être avec les États-Unis, avec le Japon, avec l'Australie, avec des pays qui sont à la pointe de la volcanologie, qui peuvent aider, ou l'Italie, qui peuvent aider, ou l'Angleterre, qui peuvent aider les pays qui sont parfois en voie de développement. Tout à fait. Et quand tu fais des prélèvements, donc disons la partie, disons quand l'éruption a lieu ou quand ce genre de phénomène a lieu, tu disais que tu faisais des analyses, donc tu rapportes, donc tu prélèves, tu rapportes des échantillons, donc qui se refroidissent, j'imagine, ou qui sont de nature différente. Et alors d'abord, comment tu choisis tes échantillons? Est-ce que tu en prends beaucoup? Peut-être que tu ne prends pas 400 kilos à chaque fois. Et comment tu les analyses? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu fais ça à Orsay, donc à Paris-Saclay, pour les analyses? Comment ça se passe après au quotidien? Oui, ben, on prélève un échantillon qui est représentatif. Donc, quand c'est une coulée de lave, on prend un morceau de caillou qui est gros comme le poing, c'est à peu près la référence. Quand c'est des cendres, on prend un sac avec l'équivalent, c'est-à-dire en fait un demi-kilo de cendres. Donc, tout ça, on ramène ça à l'université. Donc, c'est en fonction du nombre d'échantillons. Un échantillon pèse environ, on va dire, un demi-kilo ou à peu près. Donc, si j'ai 400 échantillons, ça fait 200 kilos. Enfin, le calcul est vite fait. Mais si je ramène que 5 échantillons, ça fait que 2,5 kg. Hein. Voilà. Alors après, j'étudie d'une façon la chimie, le chimisme global des roches. Alors ça, on fait ça en collaboration avec un laboratoire qui est à Nancy, qui est un des meilleurs du monde, qui s'appelle le CRPG. Donc, on envoie des fragments de roches et l'analyse chimique est faite sur 50 éléments chimiques, hein, donc des éléments majeurs comme le silicium, l'aluminium, mais des mineurs hein, comme le tantal, le thorium, etc. Et puis, parallèlement, je fais des analyses de minéraux. Donc, je fais ça avec une microsonde électronique. Alors, il faut savoir que la microsonde électronique a été inventée à Orsay par le professeur Cassin dans les années 50. Le professeur Castin, je l'ai un peu connu. Bon, c'est bien sûr quelqu'un qui était de 2 générations avant moi, mais c'était une sorte de génie, hein, je lui rends hommage. Et ça a été après, bien sûr, commercialisé. Donc maintenant, les microsondes existent dans le monde entier, mais elles ont été créées à Orsay, inventées à Orsay. Et moi, je pense d'ailleurs que M. Castin aurait mérité, enfin, c'est mon avis, le prix Nobel. Il ne l'a pas eu, mais je pense que c'était une découverte de cet acabit. Alors là, les microsondes, il y en a donc dans différentes régions de France. Notamment, moi, je vais collaborer à Paris 6, hein, Paris-Sorbonne. Donc, les microsondes permettent d'analyser les minéraux ponctuellement sur quelques microns cubes. Donc, à ce moment-là, effectivement, je compare les minéraux par rapport à la roche. Il faut bien sûr que le bilan des minéraux, en multipliant les nombres de minéraux par leur pourcentage, corresponde à la roche. Et à ce moment-là, on explique comment le magma se forme. On dit pour le magma en profondeur, il y avait du magnésium qui a été absorbé par ce qu'on appelle les olivines, qui est un minéral vert. Et après, il y a eu du calcium qui a été pris par le pyroxène. Donc, on reconstitue le magma de la profondeur à la surface, car le gros problème de la volcanologie, c'est qu'il y a toute une partie cachée comme un iceberg. Le volcan fait 3 km de hauteur, donc ça on le voit bien, en éruption, parfois moins, mais le magma se forme à moins 100 km, ce qui n'est pas très profond. Hein. 100 km, c'est Paris-Orléans. Hein. Mais de moins 100 km à zéro, on n'a pas d'accès direct, ou peu. Donc c'est indirectement par analyse chimique de minéraux et de roches qu'on reconstitue le magma, la chambre magmatique, les cristallisations, les remontées, comment ça se forme, et pourquoi les roches sont différentes. Il y a des roches noires qu'on appelle du basalte, des roches claires qu'on appelle des rhyolites qui sont différentes parce que justement elles se sont formées différemment et que le magma également a pu être modifié. D'accord. Et donc toutes ces analyses, est-ce que finalement il y a des différences entre les sites, on parlait de la Réunion, on parlait de l'Islande et d'autres sites. On a bien compris que tes analyses avec plein de collègues permettaient de remonter en profondeur et de voir l'histoire du magma. Est-ce que voilà, il y a des différences notables entre les différents endroits sur Terre, ou est-ce que finalement le magma se ressemble? Alors là, c'est une question naïve, hein, parce que moi je suis pas du tout géologue. Oui, c'est une bonne question. On va dire que la majorité des magmas, c'est ce qu'on appelle du basalte. C'est des roches noires. On voit ça en Auvergne, on voit ça à La Réunion, on voit ça en Italie, on voit ça en Islande. Ça, c'est 90% des roches, c'est des basaltes. 10% restants sont des roches différentes. Donc, le basalte, il est noir. Il y a des roches gris claires qu'on va appeler des trachéandésites, puis des roches claires qu'on va appeler des rhyolites ou des phonolites. Puis, bon, il y a d'autres noms complets. Donc, au total, il y a quelques dizaines de noms.
Mais dans le détail, justement, grâce aux analyses qu'on a des 50 éléments, on va voir des différences. Alors justement, en Islande actuellement, c'est un début de débat qu'ont mes collègues islandais, c'est que l'Islande est sur la ride médio-atlantique. Alors qu'est-ce que la ride médio-atlantique? C'est une chaîne volcanique sous-marine entre l'Amérique et l'Europe. Donc c'est une limite de plaque. La plaque Eurasie se sépare de la plaque Nord-Amérique à 2 cm par an et c'est compensé par du magma. Donc, il y a une véritable chaîne volcanique profonde qu'on appelle la dorsale médio-atlantique, qui est à peu près à moins 2500 mètres de haut, enfin en profond plutôt, qui culmine à moins 2500 mètres de haut. Mais en Islande, elle émerge. On se dit, ça c'est étonnant, donc pourquoi d'un seul coup, au lieu de moins 2500 mètres, on monte à plus de 1000 mètres? Donc, ce n'est pas que la dorsale, c'est que là-dessus se rajoute un panache profond qu'on appelle un point chaud, un hotspot. Donc, il y a des remontées profondes du manteau qui font fondre localement la lithosphère. Donc, tu rajoutes à tout ça. Donc, je vais dire 2 gros mots quand même dans ce Big Band. C'est le OIB, ce qui veut dire Ocean Island Basalt, donc basalte océanique, et MORB, Mid-Ocean Ridge Basalt, donc basalte de ride médio-océanique. Et en Islande, on a les deux, justement. Et c'est des éléments traces qui vont permettre de discuter, et justement, notamment actuellement, alors je donne un exemple, mes collègues islandais ont montré que le rapport potassium sur titane augmente depuis le début de l'éruption, ce qui voudrait dire que la source est de plus en plus profonde et qu'il y aurait une transition du MORB vers l'OIB. C'est à discuter, mais c'est un début de travail qui montre justement que cette éruption est complexe parce qu'elle change. Le débit éruptif a doublé, de 6 mètres cubes secondes, c'est monté à 12 mètres cubes secondes, et on a des variations en potassium et en titane. Ah ouais, donc c'est impressionnant. Donc finalement, vous faites de la dynamique du magma avec une évolution temporelle en débit, en composition. C'est impressionnant. Oui, alors je rebondis sur ce que tu dis, Hervé, justement, c'est que peut-être les gens qui nous écoutent pensent souvent que la géologie, c'est une science du passé, que c'est une science ancienne, et donc les géologues, ce sont des gens vieux, sympas, mais c'est des vieux savants dans leur labo qui étudient des vieux fossiles, des vieux cailloux. Ben, pas du tout, justement, on voit actuellement qu'on vit en live, comme tu as dit. L'éruption, on la suit au jour le jour. Là, j'ai passé 2 fois une semaine. Chaque jour sur le volcan, c'était différent. Un jour des cascades de lave, un jour des fontaines de lave. Ça change à chaque fois. Et quand je vais dans des écoles, même maternelles, je vous dis, vous savez, actuellement en Islande, il y a du magma qui se fige. Il y a des roches qui sont plus jeunes que vous. Donc, il y a des roches qui sont vieilles sur la Terre, qui ont plusieurs milliards d'années ou plusieurs millions d'années. Il y a des roches jeunes qui ont un jour. Donc, actuellement, en direct, là, ça sera encore vrai le 3 juillet, de la lave probablement se figera en Islande et il y aura des roches toutes jeunes qui se formeront. Ce sera la lave du jour. La lave du jour. Ben, écoute, on regardera la lave du jour du 3 et du 4 juillet. Est-ce qu'il y a d'autres sites? On parlait de l'Islande et puis de la Réunion. Tu as dit que tu avais voyagé récemment. Quels sont les points, alors pas les points chauds parce que c'est un terme technique dont tu as parlé sur la Terre, mais en tout cas les points d'activité que toi tu surveilles ou sur lesquels tu es susceptible d'aller ou sur lesquels tu as été récemment, malgré les conditions. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces différents sites? Alors effectivement, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, on va dire que grâce à mon métier, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde. Hein. J'ai vu la plupart des régions volcaniques, pas toutes, j'en garde encore pour la suite. Hein. C'est comme dans une pâtisserie, il ne faut pas tout manger le premier jour. Mais j'ai vu des belles choses et notamment, j'ai fait ma thèse sur les volcans explosifs annuardants, justement type montagne pelée. Donc mon patron, c'était Robert Bruce, qui était professeur à l'université Paris-Orsay à l'époque, Paris-Sud-Orsay, qui est devenu Paris-Saclay. Il avait confié ce sujet en me disant que c'est un sujet à la pointe parce qu'il y a eu ça à la montagne pelée, il y a eu des risques à la soufrière. Donc j'ai étudié les nuits ardentes. Et les nuits ardentes, c'est du volcanisme explosif qui est dangereux pour les humains et notamment tout le tour du Pacifique, qu'on appelle la ceinture de feu, présente ce type de volcan. Donc, j'ai été amené à faire un peu le tour du Pacifique ou également d'îles de l'Océanie à côté. Donc, je suis commencé ma thèse au Guatemala. Hein, donc, c'est là où j'ai ramené 400 kilos de roches. Après, j'ai fait l'Amérique centrale. J'ai étudié l'Indonésie. J'ai étudié les Antilles. Et puis après, j'ai continué donc, sur d'autres endroits. Mais c'est vrai que les endroits explosifs m'interpellent. Et depuis, j'ai vu beaucoup de volcans. Je crois que j'ai fait 115 expéditions sur les volcans en 40 ans. C'est-à-dire, en fait, 2-3 par an en moyenne. Voilà, donc je suis à Hawaï, bien sûr, qui était en éruption assez souvent, à La Réunion, en Italie très souvent, en Indonésie, en Islande. Enfin voilà, donc j'ai vu beaucoup de belles choses. S'il fallait faire un classement des volcans que j'ai vus, comme souvent, quand on demande la même question à un coureur cycliste ou à un chanteur, il dira toujours sa première victoire, sa dernière victoire, après une au milieu, ou sa première chanson, sa dernière chanson et une au milieu. Alors, ma première éruption, c'était le Guatemala, donc pour moi, c'était exceptionnel. J'avais 25 ans, c'était une première fois que je faisais un vol transatlantique. À l'époque, on ne prenait pas l'avion tous les jours. Hein. Moi, j'ai pris la première fois l'avion à 23 ans, ma fille a 2 mois. Hein, donc, c'est maintenant, ça semble la préhistoire, mais c'est vrai qu'on ne prenait pas l'avion comme ça. Donc, au Guatemala, j'ai passé 5 semaines.
je suis revenu transformé. J'avais vu des choses nouvelles, j'avais compris, je commençais ma thèse, j'étais en plein boom, un moral de titan, j'étais tout content de commencer. À la faculté Paris d'Orsay, j'étais bien encadré dans un labo, à la pointe, dans une belle fac. Bon, voilà, tout était beau, quoi. La dernière éruption, c'est l'Islande, et donc j'en reviens au principe. Donc là, une éruption extraordinaire aussi, etc. Et puis au milieu, je mettrais Hawaï, qui était un endroit étonnant. Je crois que le terme que tu as appliqué, point chaud de la planète, s'y applique quand même si c'est antique. Et je suis allé 3 fois à Hawaï, 3 fois différents. Une fois, il y avait un lac de lave. Une fois, j'étais avec Nicolas Hulot pour l'émission Coulée exceptionnelle. Et puis la dernière fois, c'était la lave dans la mer. J'avais emmené ma femme et ma fille avec moi, et ma fille qui avait 15 ans, depuis là en bas, près de la coulée dans l'océan. Je lui disais à ma fille, je dis, profite pour ton baptême du feu, tu ne reverras jamais ça, quoi. C'est exceptionnel de voir la lave dans la mer, la conquête des éléments. Il y avait les 4 éléments qui se bagarraient, l'eau, le feu, l'air et la terre. C'était vraiment, on était aux origines du monde, quoi. C'est vrai, je rebondis aussi. Le Mauna Loa, qui est un volcan très haut d'Hawaï, est célèbre parce que d'une part, il y a un grand. Il y a mon téléphone qui sonne, là. Je vais l'éteindre, excuse-moi, je vais arrêter. Oui, donc le Mauna Loa, tu as raison, c'est une référence parce que c'est un volcan qui est. Enfin, il y a le Mauna Loa et le Mauna Kea, qui sont 2 gros volcans d'Hawaï. Le Mauna Kea, il est célèbre parce qu'il a des observatoires à son sommet, mais également, c'est là qu'on fait les mesures de gaz carbonique du CO2 atmosphérique et qu'on voit que la pollution augmente, qu'elle est passée justement de 0,03 à 0,04%. Donc, régulièrement, c'est en haut du Mauna Loa ou du Mauna Kea, ou l'un des deux, qu'on fait les mesures de référence mondiale de la pollution par gaz carbonique de l'atmosphère terrestre et donc de l'effet impact humain sur les climats, quoi, sur l'atmosphère. Très bien, merci Jacques-Marie. Est-ce que pour les jeunes qui nous écoutent ou les moins jeunes, peut-être tu pourrais nous donner une idée de ton parcours ou en tout cas de comment celles et ceux qui voudraient devenir volcanologues pourraient s'y prendre, et puis éventuellement quelques conseils à ceux qui nous écoutent pour ceux qui auraient envie d'embrasser cette carrière. Oui, effectivement, beaucoup de jeunes rêvent d'être volcanologues. C'est un métier qui fait rêver. Hein, je disais, les métiers qui font rêver, il y en a plus tellement beaucoup. Être footballeur peut-être, ou être acteur, ou être volcanologue, ça fait rêver parce qu'on croit qu'un volcanologue, c'est quelqu'un qui est toujours en vacances, qui est toujours en voyage. Alors, c'est pas faux, c'est pas vrai non plus, hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de belles choses et qu'on a exceptionnelles. Donc, il y a beaucoup de personnes intéressées. Donc, les conseils, il faut être scientifique quand même, hein. Et il ne faut pas forcément être un fortiche en maths, mais il faut quand même aimer la physique et la chimie, hein, parce que c'est vrai que la volcanologie, c'est la physique et la chimie de l'intérieur de la Terre. On en a parlé ensemble, justement, quand on a parlé des champs géophysiques, des analyses chimiques. Et après, après le bac, il faut rentrer soit dans une université ou une classe prépa, l'un comme l'autre. Et après, on finit à l'université par faire un doctorat. Donc, en fait, c'est bac plus 8. Et souvent, il y a un postdoc, c'est bac plus 10. Donc, c'est vrai que c'est des études qui sont longues, qui sont quand même difficiles, mais qui sont passionnantes. Donc, 3, 5, 8, ça c'est classique. 3 ans de licence, 2 ans de master, ça fait 5. 3 ans de doctorat, ça fait 8. Et puis 2 ans de postdoc, ça fait 10. Voilà. Et savoir aussi qu'il faut peut-être prévoir aussi des plans B. Parce que la volcanologie, c'est très pointu. En géologie, il y a beaucoup de branches. Hein. Il y a l'étude des montagnes, l'étude des océans, l'étude des séismes, des fossiles. Donc, prévoir un plan B, parce que si la volcanologie, ça ne marche pas, faire autre chose. Donc, ce que je conseille, c'est d'étudier, d'avoir plusieurs cordes à son arc, par exemple, étudier des images satellites de volcans. Mais si on n'est pas volcanologue, on pourra toujours être embauché pour étudier comme spécialiste d'images satellites. On peut étudier les eaux thermales, donc spécialiste des eaux, donc être géologue des eaux, c'est très utile. Et je veux dire aux gens de ne jamais rien lâcher, que si on nous fait sortir par la porte, de rentrer par la fenêtre. Voilà. Donc c'est parfois long, ça peut être compliqué, mais il faut croire à son destin, à son étoile. Et c'est vrai, c'est enthousiasmant. Et donc j'encourage les jeunes. Et puis on a quand même toujours besoin de volcanologues, parce que c'est vrai que les volcans ne s'arrêteront jamais. Pendant encore des millions d'années, la Terre est une planète active qui rentre en éruption régulièrement. On dénombre en moyenne 50 éruptions par an sur les continents. Merci pour ce message volontariste, d'espoir, de curiosité, de suivre son parcours, effectivement, malgré d'éventuels atermoiements. Et puis le parcours que tu viens d'évoquer ressemble finalement au parcours d'astrophysicien, qui fait aussi rêver un peu et qui est assez similaire dans ses modalités, c'est-à-dire avoir des plans B, et puis on peut faire de la géophysique et de l'astrophysique de différentes manières. Il y a des métiers d'ingénieurs, il y a des métiers techniciens, il y a des métiers, même dans les spécialités scientifiques, il y a plein de manières de le faire. Donc, je crois qu'on partage ça. Et c'est peut-être pas étonnant que au CNRS, nos disciplines sont jointes dans l'Institut national des sciences de l'univers,
géophysique et astrophysique aussi. Merci Jacques-Marie pour ton temps et puis pour nous avoir éclairé sur le magma profond. Moi j'ai appris plein de choses et c'était toujours aussi sympathique. Et à l'année prochaine peut-être en présentiel. Merci à toi Hervé, merci à ceux qui nous écoutent. Beau Big Bang et beau Big Bands. C'est vraiment une très belle entreprise et puis de rêver, d'échanger et puis bonne route à tous. Et nous sommes de retour. Merci. Oui, il n'y a plus d'écho, c'est parfait. Merci beaucoup, Michel. Nous sommes de retour en live. Alors, on avait des questions dans le chat. Malheureusement, on ne pourra pas forcément tout y répondre parce que j'ai oublié son nom. Jean-Marie Bardantseff n'est pas avec nous ce soir. Ce matin, ouais, je ne sais pas, n'est pas avec nous en ce moment sur le plateau, mais on a quand même des gens de talent qui ont cherché certaines réponses. On a cherché. Pendant l'intervention. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces questions, Anna? Alors la première question, c'est à quelle profondeur est la lave avant d'être expulsée? Donc si on considère que la lave est en stagnation dans la chambre magmatique, d'après les sources internet, oui évidemment, on a des chambres magmatiques qui se trouvent entre 10 km et voire jusqu'à 50 km de profondeur. Donc je suppose que c'est la profondeur où est la lave avant d'être expulsée. Et de toute façon, on sait tous que si c'est sur Internet, c'est forcément voilà. vrai. Et il y a une autre question à laquelle Hervé peut répondre partiellement, je crois. Viens avec nous. Viens avec nous, on est bien. La petite table. Alors, est-ce que l'activité volcanique de Mars est similaire à celle de la Terre? Est-ce qu'elle peut être différente par le passé? Alors, sans être spécialiste, elle est différente pour une raison principale qui est que sur la Terre, il y a la tectonique des plaques, donc les fameux points chauds dont on parlait avec Jacques-Marie, a créé des îlots un peu alignés comme à Hawaï ou aux îles Canaries. Donc, le point chaud pousse, il y a une activité volcanique, mais entre-temps, la tectonique des plaques fait que ça bouge. Donc, le point chaud sur Terre, finalement, fait des îles un peu alignées. Sur Mars, à notre connaissance, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, il y a des points chauds, mais ça pousse toujours au même endroit. Ce qui fait qu'il y a Olympus Mons, le volcan principal de Mars, qui est le plus grand volcan du système solaire. Ah bah zut. C'était un quiz? Non, c'est après. Le quiz va revenir. C'est ça. Non, mais j'espère que c'était pas une question du quiz. Non, c'était pas une question. Ils en ont plein en stock. Ils en trouveront une autre. Et donc 26 km d'altitude pour la planète Mars qui est toute petite, alors que sur Terre, voilà, 8000. D'ailleurs, je crois que l'Everest n'est même pas un volcan d'ailleurs. Donc c'est ce qui explique la différence principale. Après, pour répondre vraiment à la question, je n'aurai pas les éléments. Est-ce qu'il y a vraiment des différences et tout? Là, il faudra demander aux spécialistes l'année prochaine ou sur Internet, notre ami. Merci beaucoup. Dans le chat, on nous a demandé aussi plus de quiz, plus d'interactions. Et ça tombe bien parce qu'on a d'autres questions. Oui. Si tu veux nous rejoindre aussi, Jack. Alors, donc, comme tout à l'heure, je vous laisse poser les questions. Dans le chat, vous pouvez répondre. On montrera vos dessins après, ne vous inquiétez pas. Donc, on est sur les volcans, on va rester sur les volcans du coup. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à répondre dans le chat et n'hésitez pas à répondre dans la salle également. Alors, première question sur les volcans. Combien y a-t-il de volcans potentiellement actifs sur Terre aujourd'hui? Potentiellement actifs, c'est la question. Ça veut dire quoi potentiellement actif? En fait, il y a des volcans qu'on considère actifs, mais qui n'ont quand même pas eu de vraie activité récente. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais genre les volcans d'Auvergne, par exemple, ils comptent pas. Ils sont pas potentiellement actifs aussi. Si. Ils sont endormis. Ah, ils sont endormis. Désolée, je n'ai. Il y a aussi une précision qui n'a pas été donnée dans la question. Donc ça. 1500. Mais voilà. Et voilà. Exactement. Bah oui, je pense que oui. Ah ben je pense pas. Allez, 5000. Je pense pas, parce que vu la réponse, je ne pense Comme pas. ça, moi je dis 5000. Les volcans sont au Maras, je ne sais pas qui a fait cette question. Écoute, Sébastien. Non, il mais dort. effectivement, je pense qu'on parle uniquement des... Bon, après, je ne sais pas. Moi je dis 5000. En tout cas, j'ai entendu une bonne réponse dans la salle. Si vous aviez écouté l'interview, il avait dit qu'il a dit 1500. Ah bah voilà, et il a dit 1500 et ben voilà, c'est 1500. Donc,
Est-ce qu'on a des gens qui ont trouvé la réponse dans le chat? T'as fait l'interview facile. Une cinquantaine. Oui, donc c'est un peu plus quand même. Allez, une deuxième? Encore sur le volcan? Allez. Quel endroit du système solaire possède l'activité volcanique la plus intense? Je dirais Io. Ouais, moi je dirais que c'est Io. C'est sur une lune. C'est bien sur Rio. Ouh. C'est trop Dire tout de fort. suite la réponse, hein, parce que vous C'est- êtes trop fort exactement. C'est sur Rio. Chaque fois que j'entends Yo, je repense à la chanson sur l'astronomie de Link the Sun qui dit Yo suis fou d'amour pour Exactement. toi. Voilà. Yo, Voilà. Est-ce que c'est pourquoi c'est sur Io? C'est à cause de la gravitation avec Jupiter, enfin Les forces de marée les forces de avec, marée de Jupiter. Donc Io, c'est la lune la plus proche de Jupiter. Est-ce qu'on avait des bonnes réponses dans le chat? On n'avait pas du tout de réponse dans le chat. On est allé, Ah, Les gens on est allé- dorment. on est allé assez vite. C'est vrai, Ouais, on n'a pas laissé, on on en n'a a pas dû trop laisser un laissé peu de plus de Un temps. peu plus de temps. Ouais. Désolé le chat. Allez, une dernière? Une dernière question. Allez. Alors avant, on a parlé aussi de neutrinos. Ouais. Et donc une petite question de neutrinos. Combien de neutrinos passent à travers votre corps chaque seconde? Aïe, j'en ai senti un là. Donc, il y avait la douche de neutrinos tout à l'heure. J'ai remarqué des retiens. Je dirais 1 par seconde. Ouh. Beaucoup plus que ça. Je sais pas. 6 milliards. 1 milliard. Ah, 1 milliard. Non, J'ai entendu des dizaines de milliards. des dizaines de milliards. Par centimètre carré. Alors, j'ai pas la réponse en centimètres carrés, mais j'ai la réponse par seconde. Revenons. Oh, Sébastien vivant. Sébastien non plus. Bonjour Sébastien. Super quiz. Sébastien, combien de neutrinos traversent ton corps chaque seconde? Ma question, j'ai pas le droit de. Bah oui. Pardon. Est-ce que dans le chat on a des propositions? Dans le chat, ça dit beaucoup, plusieurs milliards, une valeur très précise, 250 000. À la seconde. C'est ça que tu disais à toi. Oui, par Ouais, seconde. c'est par seconde. Par seconde. Tout le monde là. Alors, Bon, est-ce qu'on dit la réponse? allez, réponse? C'est 1000 milliards. 1000 milliards par seconde. C'est pas mal. Mais ça sert à quelque chose ou pas? Ça interagit pas beaucoup, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ça, c'est compliqué de les détecter parce qu'ils ils interagissent quasiment avec rien. Ils interagissent très peu et c'est pour ça que Exactement, même s'il y en a des milliards et des milliards chaque C'est un grand problème parce qu'on aimerait bien les Oui, les choper, détecter. c'est ça. qui- Ouais, Exactement. Exactement. Et on connaît le fond diffus cosmologique, donc le fameux que j'ai oublié tout à l'heure, mais voilà, qui donne énormément d'informations sur l'univers, son histoire, etc. Mais on cherche en ce moment le fond diffus de neutrinos, donc c'est encore plus tôt dans l'univers et on cherche justement à détecter ces neutrinos du fond diffus de neutrinos. Et pour l'instant, on n'a rien, évidemment, mais ça On devrait cherche. tarder d'ici. Je Oula. sais pas si je le verrai. Voilà. Voilà. Vous peut-être, moi, j'en doute. Ouais, c'est tout noir, on voit rien. Et ben, merci à tous les deux pour les questions. Et De merci rien. Sébastien pour cette question cette question a été écrite par Sébastien qui est réveillé. J'espère que tu as bien dormi. La super pêche. Et ben, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir bientôt écouter. Ah non, les dessins, pardon. Les dessins, je ne vous ai pas complètement oublié. Alors, montrez-nous vos œuvres. Alors ça c'est Jacques-Marie à côté d'Hervé qui s'apprête à recevoir une nuée ardente sur le coin de la tête. Mais il y en a un qui a un casque de volcanologue professionnel, alors il y a un casque de volcanologue amateur avec le chapeau. Et tu dis, t'en aurais pas un arabe, genre Jacques-Marie. Alors, faut-il avoir peur des volcans? Moi, j'ai dessiné un homme politique d'une certaine époque à Pompéi, juste avant, quelques secondes avant l'explosion. Il dit non, de toute façon, on gère. C'est bon, ça passe, tranquille. Bah, merci à tous les deux pour les dessins.